au temps de Faure Gnassingbé que vous êtes parti en exil, ou bien c'était au temps de son papa et Yadema? Oui, merci. C'était au temps du père, le président Gnassingbé et Yadema. Bon, donc je peux dire que c'est assez bizarre parce que à cause d'une peccadille, et jusqu'à l'heure où je vous parle, je crois que c'est le général Yark, en tout cas, qui pourra me dire exactement ce qu'il me reprochait. Parce que c'est assez terrible, parce que quand je revois encore, j'ai presque les larmes aux yeux. Et cette injustice qui se répand, qui s'est répandue, pas seulement vis-à-vis de moi, mais beaucoup ont fait les frais dans cette armée. Et pour plusieurs raisons, je pense qu'on aura le temps, peut-être rapidement, de disséquer un certain nombre d'éléments qui justifient tout cela. Donc, c'était en juin 1995, ce qui a commencé. Nous étions à une réunion au camp du RIT. Et à ce moment, c'était le colonel... Bon, lors de la réunion, c'est l'actuel général Bonfo, mais en son temps, il était colonel. Il était déjà assez ancien de l'armée, qui tenait une réunion sur la place d'armes là-bas. Disons pas la place d'armes, mais sur le terrain. Et dans la foule, il y avait des jeunes qui le traitaient de voleur. Des jeunes militaires. Alors, c'était ahurissant ce jour-là. Bon, après, la réunion est passée. Moi, quelques jours après, je suis allé au camp RIT, juste à l'hôpital là-bas, au centre de santé du camp RIT. Et quand je revenais, j'ai rencontré le capitaine, en ce temps, il était capitaine, Mba. Et Mba, je le connaissais parce que il est presque comme mon frère, parce que son papa était à Dacha avec le mien, en même temps qu'il était l'ancien copain de ma grande sœur, Yvette, paix à son âme. Et nous avons discuté de ça très rapidement. Je disais, bon, écoutez, c'est quand même regrettable que des soldats aussi directement puissent s'en prendre à un colonel. Mais ça veut dire que la situation est pourrie. Et c'est vrai que la situation est pourrie en ce moment. En 1995, la situation était intenable. La situation des soldats, leur tenue, leur situation de santé, de maladie et tout ça. Alors je disais au capitaine, mais là, il faudrait voir le président et en parler. Parce que normalement, dans une armée digne de ce nom, le général Bonfo devait démissionner. Parce que c'était tellement flagrant. C'était flagrant. Et... mais le lendemain, en ce moment, j'étais chargé de la protection d'Edem Kodjo. Oui, j'étais chargé de la protection d'Edem Kodjo à la primature. Et le lendemain, c'est le général même qui m'appelle, au moment où je m'apprêtais pour aller au boulot. Il dit, tu ne vas plus au boulot, tu viens au camp tout de suite. Oui. Alors, d'abord, je me posais la question, pourquoi? Mais je suis allé au camp. Oui, j'arrive au camp, il y avait lui, il y avait Titipina, il y avait d'autres généraux, colonels. Et arrivé, quand j'ai vu le capitaine Mba, j'ai compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dit pour que cela me mérite ça? J'arrive, ils me disent, mais qu'est-ce que tu as discuté avec le capitaine Mba? Je lui ai expliqué tout simplement. Et le capitaine, d'abord le capitaine Mba prend la parole, il dit ce qu'on a dit. Il m'a dit, mais il a dit, le lieutenant Badier a dit que c'est une situation à creuser. Il faut aller au fond et même en parler au président de la République. Parce que il y a eu des situations à Lomé, au Togo, où des soldats ont pris même des officiers en otage. Donc ça veut dire qu'il y a un malaise et qu'il faudrait en parler. Oui.
Alors, moi, je n'ai pas... J'ai dit, mais c'est ce que j'ai dit, c'est tout. Et le capitaine Mba ajoute, mais il n'a pas dit de faire quoi que ce soit, il n'a pas dit de prendre les armes, il n'a rien dit, il a fait tout ce qu'il a dit. Et tout de suite, le général, en ce moment il était colonel, le général Memen, non, oui, non, c'était pas Memen. Bon, il y avait Memen, lui n'a pas parlé, c'était Tidjani. Il me dit, à sa manière de parler, Monsieur Badje, vous êtes un traître. Wow. Vous n'êtes qu'un traître, regardez-moi, regardez mes épaules, je porte colonel. Tu m'as vu, moi, être traître? Vous êtes un traître. Et c'est comme ça que ma vie s'est arrêtée le jour-là. Oh. Ils ont ordonné qu'on me mette aux arrêts, au camp militaire là-bas. Et pendant qu'on m'y conduisait, le capitaine Mba est venu, il me dit, je te demande pardon pour ce qui s'est passé. J'ai dit, mais tu as déjà foutu ma vie en l'air. Oui. Mais, bon, le Seigneur fera. Donc, je suis allé là-bas, je suis resté, je pense que je suis resté 3 jours, et puis le 4e jour, c'est le lieutenant Yark qui est venu, et puis on m'a menotté, on m'a mis dans un avion spécial, en présence du chef de corps de la gendarmerie et du chef d'état-major général des armées, le général Bonfo, du lieutenant Yark lui-même. Et puis on a pris un avion qui était piloté par le capitaine Tchalari, qui il doit être à la retraite maintenant, un colonel. On arrive à Pia. Puis à Pia, bon, il y avait le colonel et tout ça, etc. Et puis, ce qui est pathétique dedans, c'est qu'on ne me dit pas ce que j'ai fait. En fait, c'est ça. On ne me dit pas ce que je fais. On ne m'apporte pas des éléments pour me dire, voilà, tu as fait ci, tu es en connivence avec des ennemis du pays et tout ça. On me dit, non, que j'ai incité à la révolte et que qu'est-ce que je suis en train de préparer derrière tout ça, etc. J'ai dit, mais, s'il vous plaît, moi, je ne sais pas, je n'en sais rien. C'est un hasard. Mais maintenant, c'est à vous de me rapporter les épreuves et les preuves de ce que vous me reprochez. Oui. Donc, je suis resté dans le flou. On m'a déposé au camp militaire, au camp Lanja. Et c'est Ernest, le colonel Ernest, qui venait m'emmerder, me parler des choses. Je lui ai dit dans ma cellule, mais si vous estimez que vous avez quelque chose contre moi, apporter les preuves. Mais je ne sais pas, vous êtes dans le flou. Alors, ensuite on allait à un conseil de discipline qui n'a pas duré 10 minutes. Il n'y a rien qu'on me reproche. Alors je suis resté 60 jours. Après les 60 jours, j'ai écrit à l'état-major pour leur demander qu'on me reconduise dans mes services parce que je ne vois pas ce que je fais. Alors, on me rapporte encore ensuite. À cause de ça, on me dit que j'ai fait une demande irrévérencieuse et que je dois retourner devant un deuxième conseil de discipline. Oh mon Dieu. Même chose, je ne sais pas ce qui se passe. Donc finalement, que pour avoir réclamé de manière irrévérencieuse, je n'ai pas respecté la règle du règlement intérieur. Bon, bref. Et je suis resté là-bas de juin en décembre et le 3 décembre, on m'a ramené à Lomé et on m'a présenté un papier pour me demander que je suis rayé des forces armées togolaises. Donc, je suis toujours à Lomé, mais j'étais suivi. Je comprends pas, j'étais suivi, je me suis réinscrit à l'université, mais j'étais suivi. Une nuit, je sortais de l'église. La semaine, c'était à Doumassessé, à la paroisse Saint-Kizito.
J'ai été approché par 2-3 militaires, un gendarme parmi eux, qui me supplie de quitter le pays. De quitter le pays parce que je risquais ma vie. Voilà. Et ils sont restés en contact avec moi et ils m'ont accompagné quelques jours après. Ils ont balisé mon chemin. Ils m'ont fait rentrer au Bénin par le fleuve Mono. C'était en mars 96. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Vous voyez, quand vous partez en aventure comme ça, sans rien, abandonnant la famille, donc ça crée des conséquences énormes. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à ces femmes. J'avais déjà 3 enfants, 2 femmes. Je voudrais leur rendre hommage parce que je suis parti pendant 10 ans déjà. Et elles se sont battues pour s'occuper de ces enfants. Est-ce que vous pouvez savoir que j'ai été vendeur dans un bar à 150 km de Bamako. Je suis rentré au Bénin. Après, au Bénin, on m'a dit de m'éloigner. On m'a envoyé un message pour me dire de ne pas rester au Bénin, de m'éloigner. Alors, je savais pas s'il faut aller au Niger ou il faut aller au Mali. Parce qu'au Niger, il y avait Tanja et au Mali, il y avait Konaré. Donc, j'ai choisi le Mali. Parce que il était beaucoup plus démocrate, etc. Donc, je me retrouve au Mali, je ne connais personne, j'ai été recueilli par une vieille, ma femme, une maman qui s'est occupée de moi pendant quelques mois. La misère était terrible, j'étais avec mon neveu qui aujourd'hui est professeur d'université ici aux États-Unis. Il est professeur d'université d'économie. Voilà. Quand je suis arrivé au Mali, pour vivre, je suis obligé, j'ai quitté Bamako pour aller à 150 km à Fana, qui est une ville entre Bamako et Ségou. Et c'est là-bas, je servais dans un bar, je servais les bières et j'étais payé à 30 000 francs par mois. Voilà, donc, non, mais je vous dis ce que c'est que l'exil. C'est pourquoi ce n'est pas facile, c'est pourquoi je rends hommage à tous ceux qui connaissent l'exil et qui vivent. D'autres ont connu la dépression. Oui. Moi, quand j'étais à Accra, j'ai été presque au bord de la dépression. Wow. Quand on m'a emprisonné. Mais togolaises, on forme les gens et on leur met dans la conscience que leur rôle est de sécuriser qu'une seule personne. Nous sommes tous dans cette idée, béret vert, béret rouge, Océanie, tout ça là. C'était ça, c'était la préoccupation de la sécurité au Togo, c'était Eyadema. Oui. Quand vous lisez la Constitution, c'est tout autre chose. Mais quand je suis allé en France, alors, tout a basculé chez moi. Alors, le sens du soldat de la République, du gendarme, m'a tellement transformé que quand je suis rentré au Togo, j'ai juré ne servir que la loi et la Constitution. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, j'ai rencontré un commandant, un lieutenant, c'était le lieutenant Bako, qui commandait l'ensemble des unités des escadrons. Mais c'était un homme, je ne suis pas là pour... puisque ce n'est pas notre objet, mais je voudrais parler pour dire, et pour faire un clin d'œil à l'ensemble des officiers, comment ils doivent avoir le sens de l'État. Il faut que l'officier ait le sens de l'État et le respect de la Constitution quand il s'agit d'agir vis-à-vis de la population. Ce monsieur nous a tellement façonnés, exigeants,
dans les opérations du maintien de la paix, de l'ordre. Un officier exemplaire qui ne mâche pas ses mots, qui a été là pour nous, et puis il était un officier pensant, pour lui, c'est le citoyen qui doit être protégé à tout prix. Même s'il faut arrêter le citoyen, c'est dans les règles, c'est conformément à la loi. Oui, oui. Il était hostile à tout ce qui est abus, à tout ce qui est injustice, à tout ce qui est pour un militaire d'avoir un comportement illégal. Le sens de l'État, il avait. Donc, voilà les deux éléments qui m'ont changé radicalement. Et tous les officiers, même le général Yark, le colonel Condi, tout ça là, tous le reconnaissent. Et il a été conseillé même à beaucoup d'autres officiers dans les autres corps. Chez les Berry Verts, il les appelait toujours à être des officiers exemplaires. Leur mission, c'est la protection du territoire, c'est la protection du citoyen, parce que le président de la République et les membres du gouvernement, de toute façon, ils ont un certain nombre de privilèges en ce qui concerne la sécurité. Mais que nous devons nous focaliser, que chacun, quand il travaille, doit être respectueux des règles de la loi. Donc, voilà. Donc, c'est les deux éléments. Mais moi, j'ai eu, quand vous m'envoyez et que ce n'est pas conforme, allez-y. Quand vous m'envoyez que ce n'est pas conforme à la loi, je ne le fais pas. Parce que le soldat qui agit illégalement est responsable devant la loi, il est responsable devant les juges. Et ça, c'est une réalité. J'ai été menacé. Un jour, le capitaine, paix à son âme, le capitaine Bito, il m'a conduit devant le commandant Lao Pessi. Il dit au commandant Lao Pessi, qui était son chef de corps, qui était le mien, de me dire à mon lieutenant Badier qu'il va me tuer. Il est de pied accueilli, paix à son âme. Et pourquoi? Parce que simplement, un jour, un soldat de première classe de la musique principale des forces armées togolaises, a frappé un officier. Écoutez bien, vous voyez des éléments, des abus. Un soldat de première classe, écoutez bien, parce que il frappe et il déboîte la hanche du capitaine chargé du commandement de la musique des forces armées togolaises. Déboîte la hanche? Et oui, déboîté. Le monsieur, le capitaine Dedo, a fait plusieurs mois dans sa maison. Oh. Et pourquoi? Le capitaine Dedo avait deux femmes, une en ville et une au camp. Donc il partage son temps entre les deux. Et ce soldat, une fois le capitaine rentrait matin vers 4 heures du matin, il intercepte, voilà, c'est vous les mercenaires, c'est vous qui allez, etc. Vous êtes en connivence avec les mercenaires, vous venez nous tuer ici, etc. Il a frappé. Et alors, quand on s'est rendu compte que c'est un soldat fainéant qui ne passait pas les grades, en fait, c'était la raison. Il ne réussissait pas aux examens. Donc, il est resté plusieurs fois première classe. Oh. Plusieurs années. Donc, pour se venger, il met ça sur le compte a été dribblé. Et voilà, nous sommes là. Faure Gnassingbé est devenu président du conseil. Et bon,
Puisqu'aujourd'hui, le gouvernement n'est pas encore établi, il est là, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de la 5e République par rapport à la 4e République? Merci pour cette question. Je voudrais dire ceci. Pour moi, la 5e République est un non-événement. Je la considère même pas comme elle existe. Vous voyez, on ne peut pas faire insulte à la volonté populaire. Cette volonté populaire qui se retrouve, qui a permis, n'est-ce pas, le vote de la Constitution de 1992. Elle reflète tellement le désir du peuple togolais d'aller dans le sens de cette Constitution. Donc pour moi, je vous assure, c'est de l'amusement. Nous devons combattre cela. Nous devons nous lever contre ça. Et là encore, j'appelle humblement, j'appelle l'armée à prendre sa responsabilité. Oui, mais c'est vrai, mais nous apprenons que l'armée, bon, des éléments de soldats sont mis dans les rues. Qu'est-ce que vous en dites? Alors que les jeunes veulent manifester de façon pacifique, de façon non violente. C'est ce que je suis en train de dire, encore une fois. Ces officiers qui donnent les ordres, enfin, ça vient du président de la République. Ça vient, n'est-ce pas, de ces officiers supérieurs, je vous ai dit, qu'ils n'ont pas le sens de la République. Ils n'ont pas le sens de l'autorité. Ils suivent leur ventre. Donc, je demande à l'armée, vraiment humblement, et je me joins à tous ceux et celles qui ont cette voix beaucoup plus autorisée et qui ont appelé l'armée à devenir une armée républicaine, à éviter de faire couler une seule goutte de sang. Nous sommes désormais très vigilants pour identifier tous ces soldats, qui qu'ils soient, pour ceux qui donnent des ordres illégaux à tuer, à détruire, les sous-officiers disons les officiers, sous-officiers, les zélés là. Nous leur mettons en garde, nous les mettons en garde. Il faut arrêter cela et donner au peuple de se manifester et de vouloir et de décider dans quelle voie il veut aller. Voilà. Donc, forces armées togolaises, écoutez bien, arrêtez de détruire votre peuple. Permettez au peuple togolais de décider de ce qu'il veut être. Ne l'empêchez pas. Ne l'empêchez pas. Et de toute façon, vous n'êtes pas plus nombreux que le peuple. Quand le peuple va se lever, comme dans d'autres pays, comme au Burkina, vous verrez la place que vous aurez. Quand vous regardez au Burkina, le peuple, les soldats sont toujours avec le peuple. Quand le peuple sort, l'armée soutient le peuple. Mais qu'est-ce que nous avons vraiment au Togo pour que les militaires jusqu'ici ne tirent pas leçon de ce qui se passe ailleurs et sous d'autres horizons? C'est ça. Voilà. La majorité du peuple... Non, Amron. Comment? Amron. Ah oui, c'est lui, parce qu'ici il a parlé à Mina. Oui, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire que en écoutant Amron, mon frère, vous voyez, c'est sorti de moi-même. Je me suis dit, j'avais même honte de me taire. Donc, j'ai dit que c'est ces éléments déclencheurs, avec l'appel persistant, insistant des personnalités comme Farida, comme mon frère bien-aimé Ferdinand Haïté, que je salue au passage, je salue très chaleureusement. Je voudrais dire que c'est une leçon de patriotisme hors pair. Il est resté sur le territoire et il a fait preuve de courage. Une fibre patriotique exceptionnelle. C'est vrai, même
à mes propres enfants, j'ai toujours dit, faut jamais accepter ceux qui trichent. Partout où vous serez, soyez vigilants, ne jamais accepter cela. Et il nous en a parlé. Et je dis, même sur le plan politique, vous devez être capable de dire non quand c'est non, et vous devez dire oui quand c'est oui. Un instant, s'il vous plaît. Chers amis, ceux qui disent aux autres qui sont dans mon live de quitter le live pour aller chez Zagabango, est-ce que c'est bien? Laissez que les gens suivent ici. Quand ils finissent, ils peuvent aller là-bas. Et ce que Zagababo fait, c'est la même chose que nous faisons. Et c'est des jeunes que j'admire. C'est des jeunes que j'admire. Si vous autres, vous voulez quitter ici pour aller regarder, allez. Mais n'incitez pas les autres à quitter ce live pour aller là-bas.